Aujourd'hui, je sens un énorme changement de décor parce que le chantier perpétuel, le chantier qui va se poursuivre pour ces périodes de transition. Qu'est-ce qu'on fait? On bouffe. Quitte à parler de bouffe, autant en parler bien. On va donc pour les fêtes, parce qu'on les souhaite évidemment joyeuses, on va parler de Katie Stewart et de son petit bijou Foodistan. Je connais pas très bien l'œuvre de Katie Stewart, c'est quand même quelqu'un que je suis depuis maintenant plusieurs années. Sur les réseaux sociaux, notamment par sa newsletter, Instagram, ou je sais plus si c'est un Blue Sky ou un Mastodon. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment très intéressant à suivre et avec une vraiment chouette. J'avais d'ailleurs lu une des nouvelles de son recueil, je ne vais pas retrouver le titre, je suis éclatée de fatigue. Mais une nouvelle de SF aux soirées lecture post-vitigienne, c'était le titre, c'était sur l'ASF et l'écoféminisme, ça avait été sélectionné par Aurore Turbiot et Manon Berthier, ça avait été vachement bien, super moment et toujours quelque chose qui peut sembler léger mais avec une grande finesse. Non pas que la légèreté peut être lourde en fait. On va essayer de comprendre. De toute façon, on parle de bouffe, donc ça, on va avancer, on va faire comme d'hab. Mais comme c'est un livre récent, donc moi je viens juste de le finir. C'est assez extrêmement bien. Donc Foodistan, c'est après la fin du monde. Moi là, je suis vraiment en période. Je suis dans une famille où on fête Noël, mais on le fête jamais de manière ponctuelle, mais plutôt Noël est un concept et une période. Noël est un genre d'incarnation stomacale. Et donc ça tombait bien. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais au lancement à la librairie Caribe, c'est à Ground Zéro, à Gare de Lyon, c'était super. J'ai eu la chance de rencontrer Katie par un déjeuner dominical chez une amie commune. Super moment. Donc moi là, mes recommandations, elles sont littéraires, même théoriques, mais je n'ai pas encore lu son essai sur comment réparer le futur au pluriel, réparer la science-fiction, qui est de 23, qui est complètement out of stock. J'étais à la librairie Calypso, qui est dans le 14e, pour récupérer un des derniers exemplaires de Paris. J'ai bien fait. C'était juste avant la vidéo de Bolshevik qui mentionne l'essai. La hype de Katie Stewart en ce moment m'enchante absolument et je vais essayer de la suivre en remontant quand même le cours de son œuvre, et qui est une œuvre importante. Voilà, qui est foncièrement importante. Foodistan, ça marche très très bien, on parlera du reste en temps voulu, c'est-à-dire quand je l'aurai lu et que ça avancera, quoi. Et que je cesserai d'être juste dans un éparpillage ou, comment dire, cette espèce de gourmandise qui va aller un peu picorer. Voilà. Mais clairement, dans les autrices plus qu'à suivre actuelles, au niveau de la SF francophone, ça c'est certain. Donc Foodistan, après la fin du monde, on va noter tout de suite ce titre incroyable qui nous amène à du post-apocalyptique qui est donc pas exactement post-gastronomique mais voilà, qui est fondé sur la bouffe. Finalement, un genre de consensus absolument éternel, la bouffe, qui passe par ce jeu de mots, moi, que je trouve hilarant, fin. Et c'est vraiment le genre de choses que je fais en permanence, donc j'étais absolument... c'est absolument un régal de tomber dessus. C'est pas en improvisation shootée à la tisane au thym que je vais réussir à atteindre le niveau de Katie, mais on va y arriver. Alors ce que je n'ai pas encore lu de Katie Stewart, que j'ai très très envie de lire, c'est l'Évangile selon Myriam, et donc le futur au pluriel que j'ai été récupéré, mais qui devrait être édité je crois en 25 ou réimprimé. Et donc là on est sous un étrange... volume qui s'annonce avec une table des matières, enfin un sommaire pardon, au début, du pain sur la planche, les cerises et les pavés, des goustibous, savoir-vivre, des dîners en ville, buffet à volonté, menu d'une, la place des absents, menu les dépossédés, ramasser une clémentine, cuisiner, couche sur couche, musique, la carte, le territoire et les bergers, impurs interdits, etc. Donc on a d'une certaine manière le menu qui se met en place et qui dessine évidemment un horizon d'attente plutôt gustatif et goûteux, qui va se dérouler ensuite. Alors bon, on a des notes de bas de page pour signaler ce qui a déjà été publié ailleurs. Deux chapitres ont été précédés. Moi là je pense que j'ai plutôt parlé de ce qu'on appelle le world building, enfin la construction de monde. Je suis vraiment nulle en théorie de l'écriture. Pas du côté études littéraires, mais... C'est-à-dire on prend le début et puis on regarde comment ça se passe au niveau de l'horizon d'attente. Et évidemment qu'on a du pain sur la planche.
Bon, on note bien sûr qu'il y a quelque chose dans l'horizon d'attente qui va se dérouler, qui est, je l'ai dit, savoureux, par les calembours, c'est-à-dire qu'on a une remotivation gastronomique et culinaire, d'expression toute faite, qui était déjà culinaire. Façon de rappeler que la bouffe, c'est le centre. Mais on va se rappeler, Mystère Gaster, dans la fable de La Fontaine, qui me semble-t-il doit être une reprise d'Ésope ou équivalent, ne fait pas du roi un cerveau, et nos actualités présidentielles nous le confirment, mais vraiment de l'estomac, en donnant une noblesse, bien sûr proche de l'éloge paradoxal, à cet estomac, puisqu'il en faut. Il ne s'agit pas ici vraiment de physiologie, il va vraiment s'agir de bouffe, de la grande bouffe et de nourriture un peu reprise, mais voilà, dans cette espèce de fin du monde quelque peu curieuse et qu'on va pas forcément... qui va se mettre en place. Alors je ne l'ai pas dit, on est chez Argile, et ARGY2L, je ne sais pas si c'est une maison d'édition que j'avais repérée, enfin je l'avais pas repérée, j'avais peut-être déjà lu des choses de chez Argile, mais je les avais pas repérées en tant que telles. Le livre coûte 9,90 €, donc il n'est pas très onéreux, et là on est vraiment sur de la sortie 3e trimestre 24, collection Récif avec un grand F, récit court, croisé des genres, autrice du monde entier. Voilà. C'est un joli objet parce qu'on a de belles jaquettes. Bon, moi en plus, maintenant j'ai une belle dédicace, mais moi je suis collectionneuse, donc vraiment, je suis ravie. Et ouais, mais j'aime beaucoup là. Enfin, il est doux, voilà, il est doux, le papier est beau. Enfin, c'est des choses que j'apprécie, quoi, évidemment. On aime, on dit. Du pain sur la planche, donc en fait, on le comprend assez vite. Avoir du pain sur la planche, c'est avoir du boulot à faire, du travail à faire. Mais alors je ne sais pas si c'était une expression par exemple de la boulange, enfin des boulangers, mais on est vraiment dans ces expressions gustatives dont le sens ou le goût, peut-on dire, s'est perdu, s'est évaporé et va se trouver réactualisé ou remotivé. Les fondus de fondue, d'abord mangeurs de fromage chauffé, ont été rejoints par les amateurs de denrées cuites dans l'huile chaude, de mets saisis dans un bouillon et même de fruits trempés dans du chocolat. Caquelon et pique sont leurs symboles. Extrait du livre de recettes de Maëlle Aromi. Et là, on a quelque chose qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on a très littéralement une épigraphe mise en exergue, qui va ouvrir le chapitre, elle est en italique, hein, il n'y a pas de petit retrait, mais on la repère bien avec ça. Et cette source dans le livre, qui me semble parfaitement apocryphe, inventée, qui fait entrer le texte dans cette très grande catégorie des textes plus ou moins proches du fond de footage, ou à livres inconnus, à archives imaginaires, à annales inventées de toutes pièces. Et là, on va tout de suite noter qu'évidemment, ce livre est un livre de recettes, ce qui peut surprendre, parce qu'en tout cas, quand on parle d'archives, on est plutôt, enfin, les archives... historiquement, c'est d'abord les actes notariés, les actes juridiques, de propriété, etc. Donc ce qui va quand même concerner des actes forts de la citoyenneté, de la responsabilité et de la propriété, pas tellement du quotidien de la bouffe. Et là, on voit que le livre de recettes étant mis en exergue est littéralement souligné, mis en avant. Et mis en avant, quand on va faire un peu plus attention à son propos, on va avoir quelque chose de l'ordre d'une histoire culinaire. Très rabelaisienne. Hein. Histoire culinaire non sans quelques jeux de mots, les fondus de fondue, bien sûr, qui se jouent de la redondance, mangeurs de fromage chauffé ont été rejoints, etc., qui est en même temps quelque peu factuel, ou qui donne cette impression de quelque chose de factuel en faisant le récit de ces événements. D'événements passés, même propices à des changements civilisationnels, puisqu'ils ont des symboles, ils sont rejoints. S'agit-il de groupements, de démographie, de batailles? La chose n'est pas claire, en tout cas, tout cela va signer des changements historiques forts. D'ailleurs, j'ai de nouvelles boucles d'oreilles culinaires qui sont parfaites pour la vidéo. Je suis née dans... Et donc Maëlle Aromi, on peut bien sûr reconnaître l'arôme. Je suis née dans une vanille panivore, ce qui est plutôt bien pour le développement du goût. Le pain se marie avec une quantité impressionnante d'aliments et prend des formes et des textures variées. Pour cette raison, c'est un régime dit ouvert. C'est également un régime ancien qui trouve ses racines loin dans le monde d'avant la faim et dont les traces sont attestées jusque dans la préhistoire. Ma grand-mère m'a raconté que c'est en partie
à une cerise sanitaire du début des années 2020 AVF que l'on doit l'existence de notre tradition culinaire. À cette époque, l'industrie alimentaire à grande échelle était sur le point de s'effondrer, et l'apérolypse, qu'on connaît tous, allait advenir. Mais les gens ne s'en préoccupaient pas encore. Un virus extrêmement contagieux et mortel avait pris de court l'ensemble de la planète, et les autorités en divers endroits avaient enfermé la population pendant plusieurs semaines, plusieurs mois parfois, limitant les déplacements et les contacts au strict nécessaire. Cette situation désastreuse pour la santé et mentale de beaucoup a été une bénédiction pour le pain, notamment dans le pays qui allait devenir le foodissant actuel, la France. Des gens, soudainement désœuvrés et angoissés, ont, en effet, redécouvert l'art de faire son pain soi-même. Le partage de leurs exploits sur les réseaux sociaux, alors le principal canal de communication interpersonnelle, a émulsionné l'information et suscité des vocations. Après le plus gros de cette cerise, la plupart des boulangers amateurs ont retrouvé le chemin de leurs fournisseurs professionnels et le manque de temps. Mais certains ont gardé leur levain, parfois baptisé Nestor ou Pétronille. Et c'est à eux et à leur persévérance qu'on devrait d'avoir pu recommencer, quand les marchés de denrées ont déraillé, que l'économie a implosé et que se nourrir était devenu une question de survie avant tout. Les panivores racontent que le pain a constitué le premier pas vers la reconstruction. Les soupeux ont leur propre version de l'histoire, qui n'est pas non plus celle des pastavores. Alors, comment savoir ? Chaque régime a créé ses propres mythes, ainsi qu'une philosophie propre, régulant le rapport au monde, aux végétaux, aux animaux et bien sûr à la nourriture. Pour les panivores, qui souvent consomment du pain ayant à peu près la même teinte que leur peau, le rapport à la nourriture se confond avec la relation des humains entre eux. Comme nous, le pain a un coude, une tête. Il a aussi une intériorité appelée mie, un terme qui sert aussi pour désigner les émulsions et les liens affectifs. La amitié, considérée comme supérieure à l'amour et autres histoires de miche, se manifeste dans des expressions comme copain ou vieille croûte. Ainsi, lorsqu'ils mangent du pain, les panivores prononcent parfois une phrase dont l'origine s'est perdue. Ceci est mon corps. Une des explications de crier est qu'il s'agit de ne pas oublier les débordements cannibales de la période de la grande faim. La plupart des panivores s'opposent à cette lecture et lui préfèrent l'hypothèse non vérifiée du rituel symbolique d'un ancien culte, ainsi que le lien avec la légende des origines. Cette légende, ma grand-mère me l'a aussi apprise en me précisant que ce mythe alimentaire n'avait rien d'ancien, et que, comme celui des autres régimes, il datait du commencement de la fin de la faim. Je le trouve très amusant. Insertion de texte italique. Au commencement était la levure. La levure était avec Dieu, la levure était Dieu. Yel créa la terre, qui elle couvrit de végétaux et peupla d'animaux, puis, inspiré, avec un point médian, Yel ajouta des champs de céréales dont Yel fit de la farine. Alors, Yel modela dans la farine mouillée de sa divine salive 2 êtres androgynes, tous deux à sa ressemblance. Dans le four divin, les premiers humains, qui étaient pourtant de bonnes pâtes, gonflèrent tant que l'orgueil et la prétention s'emparèrent d'elle. Craignant que les 2 bouts de pain ne s'opposent à sa volonté, Dieu en grignota des morceaux, un pour chaque créature, afin, de leur apprendre l'humilité. Quant à savoir quelle partie Yel préleva, les versions varient. J'aime beaucoup celle qui raconte qu'Yel arracha une oreille à l'un, qui deviendrait homme, incapable d'écouter, et le pénis à l'autre, créant l'espace dans lequel la femme accueillerait l'avenir de l'humanité. Les variantes de ce mythe prennent en compte les différentes sortes de pain, longs et ronds, briques et crêpes, ficelles et galettes, zacharies compactes et multrous légers. Dans tous les sous-groupes de ce régime, on retrouve une cérémonie à base de pain sans levain pour figurer le dénuement d'une vie sans la divine levure, qui, à partir d'un modeste pâton, peut multiplier les pains et nourrir la multitude. Et je suis donc page 10. On revient un peu en arrière et on discute un peu tout ça.
Alors je sais pas si on voit déjà ce que je veux dire en disant qu'on peut être léger sans être lourd, mais qu'il arrive qu'on soit léger en étant lourd. Léger en étant lourd, c'est quand on fait une blague et que ça tombe à plat ou que c'est vraiment trop grossier. C'est très simple. Et là, en fait, il y a dans ce qui aurait pu apparaître comme une espèce de frivolité, bon, quelque chose qui axiologiquement, évidemment, déplace le regard en mettant au centre ce qui est un besoin qui est pourtant passé quand même finalement pas complètement inaperçu, mais qui en tout cas ne vaut pas forcément les honneurs de la grande littérature. Alors, qu'on soit clair, je ne dis pas que la grande littérature ne s'occupe pas de bouffe, hein, le ventre de Paris ou des choses comme ça. Mais si ça vous intéresse, vous avez vraiment une étude extrêmement complète de Bertrand Marquet sur l'estomac en littérature, et qui est extrêmement précieuse et intéressante. C'est quelque chose, la bouffe en littérature, c'est vraiment quelque chose qui va exister. Ce que je trouve particulièrement fort dans la narration qu'adopte Katie Stewart, c'est, j'espère que je le prononce bien, je pense que oui, c'est le ton qui s'amuse en donnant à la fois une gravité, donc de l'importance aux choses, et cette légèreté du comique qui va aussi permettre parfois des calembours, des rapprochements, des images, des sourires, sans pour autant amener ce qu'on peut appeler le gros rire gras, ou qui va pas en fait mener le récit. Et ça fait qu'elle tient une ligne de crête que je trouve extrêmement intéressante sur un sujet qui est quand même particulièrement fin, dans la mesure où il s'agit de rappeler un besoin en tant que besoin, et ce qui va fonder, en fait, en partie, pas uniquement, mais des civilisations, globalement, en supposant une apocalypse de la fin à partir de ce qu'on comprend un peu comme un Covid, la question, ou le point de départ, est plus ou moins quelque chose qui peut se rapprocher de... donc après la fin de la fin, finalement, comment la distinction absolument fondamentale entre le cru et le cuit d'un point de vue anthropologique permet, à ce moment-là, de voir cette distinction entre le cru et le cuit va devenir un autre fondement, ici de manière, on va dire, sociale, légèrement socio-ethnique sur la question de la couleur du pain, ce qui est pour le coup pas très précis, vu que le pain peut avoir plein de couleurs différentes. Ça fait partie des jeux de flou et d'amusement. Et ça avec une langue qui est à la fois assez factuelle, et qui va donc permettre de mettre en place tout un monde par ces choses qui s'expliquent comme su à des gens ne sachant pas, c'est-à-dire par les gens du monde, racontés aux lecteurs qui évidemment n'appartiennent pas à ce monde imaginé. Voilà, le paradigme absent de Marc Marcel Angenoux. Et donc ça va se jouer avec plein d'éléments, c'est-à-dire une société entièrement fondée sur la bouffe, au point d'en affecter la langue. Ce qui est très drôle, parce qu'en fait, il n'est pas possible d'imaginer des sociétés pas fondées sur la bouffe. Mais en tout cas, ce que l'on va avoir, c'est une société fondée sur la bouffe comme besoin reconnu, et non pas comme besoin nié, etc. Et c'est pas fait pour être ni une utopie ni une dystopie. Il y a quelque chose d'un peu euphorisant, hein, d'utopisant, j'ai envie de dire. En tout cas, j'ai pas eu cette sensation de quelque chose... Enfin, on est dans de l'autre, quoi. C'est pas forcément... c'est pas que c'est pas politique, c'est que c'est pas le propos d'être prioritairement politique. Et là, ce qu'il va y avoir, donc c'est « Je suis né dans une vanille panivore », la vanille étant une reprise par la paronomase de famille. En fait, là, on sent comment... Enfin, on comprend d'emblée le déplacement de l'horizon d'attente, parce que finalement, cette mise au centre de la nourriture affecte la langue, au point que des mots qui sont souvent au centre, famille et patriarcat quand même, vont être réinvestis, déplacés, remotivés selon les cas, pour faire apparaître d'abord la nourriture.
là, ici, on est vraiment dans le jeu de mots, puisque c'est un jeu de paronomase entre famille et vanille, mais qui va être pris au sérieux, et qui va aussi permettre la construction d'un monde, avec une certaine légèreté, ça me semble à peu près évident, mais qui permet comme ça de la mise en place de ce monde sans cette prise de tête que peut supposer la vraie utopie ou la vraie dystopie, qui va chercher tous les détails, etc. On n'est pas du tout dans un texte socialiste 19e, par exemple. Ou dans le meilleur des mondes, etc. Le pain se marie avec une quantité impressionnante d'aliments, prend des formes et textures variées, pour cette raison c'est un régime dit ouvert. Et là on va apprendre au fur et à mesure qu'on est dans un monde dans lequel une civilisation, au Foodistan pour la France, dans lequel l'organisation sociale se fait selon les régimes alimentaires. Ce qui est plus ou moins le cas. Ou en tout cas, quand on va prêter attention à la nourriture comme fait social, va amener, effectivement, on peut remarquer l'exacerbation politique actuelle de certains interdits alimentaires, je pense aux provocations absolument débiles de mettre du porc dans le rayon halal, par exemple, ça c'est vraiment crétin, où là il ressort depuis quelques jours un vieux tweet de Laurent Bouvet, donc qui est décédé il y a quelques années, mais qui avait appelé à porter un masque, et donc c'était un masque en ventrèche de porc, donc anti-musulman. C'est quand même... Donc là on voit l'investissement de la nourriture comme un fait politique, voire anthropologique, qui va permettre un dedans et un dehors, et qui, là, dans le texte Foodistan, se déplaçant sur des choses qui n'ont pas moins d'enjeux directs ou visibles, le jeu de déplacement de cette visibilisation va amener des effets de révélation, mais aussi parfois d'un certain comique. Et donc là, le régime alimentaire, c'est aussi quand on va manger, si on est omnivore, si on mange avec un plein de végétarien, aller dans un restaurant végétarien. Enfin, moi, je vais plutôt préconiser ça. Et je demande, quand je reçois, j'en ai déjà parlé ici, je demande aux gens ce qu'ils mangent. Enfin, ici ou chez moi à Paris, parce que ça me paraît normal de faire à manger aux gens des choses qu'ils peuvent manger et qui vont convenir à tout le monde dans l'optique d'un plat commun et du partage, c'est-à-dire le vivre ensemble comme bouffer ensemble. Ensemble, c'est dur, non. Donc là, il y a quelque chose dont la dimension politique, voire anthropologique, est assez profonde et dont finalement les fondements sont dévoilés par le remaniement des manifestations. Et ça marche vachement bien, c'est hyper drôle. C'est également un régime ancien qui trouve ses racines loin dans le monde d'avant la fin et dont les traces c'est jusque dans la préhistoire, boum. Et là, on va avoir une espèce de petite histoire. On arrive ensuite à cette cerise sanitaire, là on est presque sur un jeu de mots visuel plutôt que oral, parce que la cerise sanitaire, c'est juste un E qui permet la crise, et d'ailleurs le mot va être glosé un peu plus tard, sur ce déplacement cerise-crise, et début des années 20, là on va avoir un lien directement fait avec le monde des lectrices, ce qui va permettre une compréhension, normalement, et qui nous montre aussi comment ce point commun avec notre monde va glisser vers un autre. Et donc ça nous permet d'avoir un ancrage pour savoir vers où on va, et donc ça va déplacer l'horizon d'attente, et où on peut avoir cet amusement de voir crise devenir cerise. C'est quand même vachement plus mignon. Puis on parle de la cerise sur le gâteau. Et là, l'apocalypse devient une apérolypse qu'on connaît tous à l'état de venir. Donc finalement, en étant réancré dans quelque chose qui devient presque contrefactuel, on est dans un passé commun qui nous permet d'imaginer un autre avenir. Mais un avenir impressenti par les gens, ainsi les gens ne s'en préoccupaient pas encore, qui permet ainsi de construire cette histoire contrefactuelle, ou plutôt ce futur qui peut arriver mais qui n'arrive pas, et qui s'amuse de ce présent quand même très proche, commun, pour, même s'il n'a jamais été aussi loin, pour, de ce côté-là de l'histoire, et qui reprend donc, cette industrie alimentaire sur le point de s'effondrer. Voilà, on arrive vers la fin de la fin, l'imminence, passé, et peut-être pour nous, un futur. Et c'est ça qui va tracer un lien entre quelque chose qui appartient complètement à l'imaginaire, autant que ça peut appartenir à l'imaginaire, et le monde contemporain factuel, dans sa tristitude.
hop, reprise voilà, du virus, ça permet d'avoir cette espèce de communauté, cette connivence épistémique. On parle de la même chose, on sait de quoi il s'agit, limitant les déplacements, les contacts, etc. Cette situation désastreuse pour la santé et mentale. Et là, en fait, ce qui va participer de l'horizon d'attente, c'est à la fois de raconter ce passé, mais de le raconter avec la langue du futur, c'est-à-dire avec une langue qui est littéralement farcie, et qui va aller vers la nourriture en médiéval, vers la nourriture, vers toute une situation qui fait qu'il sait une civilisation de la nourriture. Nourriture en langue médiévale, c'est l'éducation. Et donc la santé est mentale plutôt que mentale, va voilà, montrer cette volonté de farcir le texte. C'est vraiment le sens de la farce, au départ du genre littéraire de la farce, et qui le rend, moi je trouve, particulièrement drôle. Dans le pays qui allait devenir le Foodistan actuel, la France, là, boum, on a vraiment l'installation d'une nouvelle configuration, on va dire, toponymique, et l'ancienne, le lien est évident. Enfin, France-Foodistan, le lien est absolument clair. Et donc là, boum, l'art de faire son pain soi-même, sur les réseaux sociaux, comme la satiété. Mais ça, moi, j'adore, ce genre de jeu de mots un peu partout, et à chaque fois de se dire, oh là là, elle en a encore fait un, j'adore. Ça, c'est... Et c'est... pour moi, c'est vraiment de l'ordre d'un ton qui va créer une connivence fondée sur le comique de attends, je vais encore en rajouter, j'en rajoute, et qui est au-delà de la construction du monde, qui va aussi enrober, garnir tout le texte de cette légèreté, bon, vous avez compris que ça parle de bouffe, je vais en faire des caisses. Moi, j'adore. Et qui crée des effets très étranges. Cerise pour crise, il y a un décalage, le décalage est amusant. Notamment parce qu'on est dans un décalage qui est burlesque, crise fait peur, cerise est mignon. Le haut, le bas. Tac, 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 et donc une émulsion de l'information. Là aussi, on est en vocabulaire culinaire, donc de préparation. Après le plus gros de cette cerise, la plupart des boulangers amateurs ont retrouvé le chemin, etc. Mais en fait, là, ce qu'il va y avoir, c'est en fait la conservation des levains. Premier pas vers la reconstruction. Et donc, de cette apérolypse, de l'apocalypse, arrive cette nouvelle civilisation fondée sur les loisirs de la cerise sanitaire. Et qui, donc, ça ou là, va créer des foyers, plus ou moins littéralement. Un foyer, c'est un feu, au départ. Et le feu, c'est bien là où on fait à manger, en plus de se chauffer. Différents, avec des coutumes différentes, des cultures différentes. Et ça va créer un nouveau monde, une nouvelle civilisation. Les panivores, mangeurs de pain, les soupeux, les pastavores, et en plus avec des constructions lexicales entre panivores et soupeux différentes. Mais comme ça arrive tout le temps, si on parle par exemple de gentilé, c'est-à-dire des noms d'habitants. Chaque régime a créé ses propres mythes, ainsi qu'une philosophie propre régulant le rapport au monde, aux végétaux, aux animaux et bien sûr à la nourriture. Et donc là, on se retrouve dans un futur très lointain qui va construire ses propres archives et surtout sa propre mythologie, sa propre cosmogonie, l'histoire de son propre monde et de ses origines, avec tout un jeu sur cette mythification. Donc ça, c'est un jeu, le jeu de... on est très loin et il y a eu des crises dans le futur qui sont notre futur, mais qui sont un passé très lointain pour le futur. C'est un jeu qu'on avait déjà dans Chronique du Pays des Mers de Von Aberg. C'est un truc qui est classique en SF, qui fonctionne, je trouve, très bien. Puis là, c'est sûr que la dimension textualisante ou mythologisante me plaît énormément. Parce que la question, c'est quel récit, quel mythe, quel texte, quel document fonde des civilisations. Et là, voilà, le rapport à la nourriture se confond avec la relation des humains entre eux. Ça va vraiment permettre de construire cette civilisation nouvelle. Comme nous, le pain a un coup d'une tête, il a aussi une intériorité. Et donc, on voit comment du pain arrive le moment une analogie entre les rapports humains, fondée à la fois sur des ressemblances, on va dire, visuelles ou structurelles, et phoniques, des paronomases, l'ami et l'ami, l'amitié, et donc avec un jeu sur mitié, amitié, qui va en fait remotiver les expressions comme copain, vieille croûte, pour leur donner un sens parfois déjà eu, parfois nouveau.
Enfin, moi, Vieille Croûte, je connais pas spécialement, par exemple. Et avec ce jeu, que moi, je trouve vraiment hilarant, sur Ceci est mon corps, dont on ne retrouve plus l'origine, et qui, évidemment, est un moment qui prépare l'Eucharistie de la cérémonie chrétienne, et qui va évoquer la formule, raconte, réalise la transsubstantiation, la transformation donc, du pain, de l'hostie, en corps du Christ. Avec des variations dans la croyance selon le courant chrétien. Et donc là, on a une remotivation absolument complète de la formule dont les origines sont oubliées parce qu'on est dans un futur très lointain, et à laquelle des origines sont prêtées, dont une qui est la vraie mais repoussée comme étant fausse, et peu crédible, et d'autres. Et donc là, en fait, tout enjeu entre le vrai et le faux se met en place, avec la connivence du lectorat, de la lectrice, parce que, a priori, en contexte francophone, c'est quelque chose qu'on va normalement savoir décoder, et qui va ainsi jouer de la mise en place d'une nouvelle civilisation sur les restes de l'ancienne. La civilisation, souvent judéo-chrétienne, avec le « ceci est mon corps » repris comme un mythe cannibale, réinvesti à partir de cet apérolypse. Et donc on a ensuite tout un mythe en écriture inclusive, avec un YAL et des points médians, que j'ai essayé de faire apparaître, sur la création de la levure, donc littéralement une véritable cosmogonie. Un mythe intégré, en petit, jusqu'à cette nouvelle création d'une humanité, avec Yel arracha une aura Yalin qui deviendrait homme incapable d'écouter, le pénis à l'autre, créant l'espace dans lequel la femme accueillerait l'avenir de l'humanité, qui aurait pu, si on a une interprétation littérale et stricte, avoir un certain essentialisme misandre, qui m'amuse, mais ce sont des mythes, présentés comme des mythes, et qui vont plus ou moins plaire. On y réfléchit, on n'y croit pas en tant que tel, ce sont des mythes. Et donc il y a un jeu permanent de s'amuser avec la façon dont les choses sont racontées et ce qu'elles vont raconter. Et donc à partir de là, on va avoir vraiment là le renouvellement d'une civilisation que l'on peut reconnaître comme chrétienne, fondée sur une cérémonie à base de pain sans levain, enfin ça ressemble au pain azim ou à l'hostie, pour figurer le dénuement d'une vie sans la divine levure, qui à partir d'un modeste pâton peut multiplier les pains et nourrir la multitude, et donc la multiplication des pains du Christ, christique, est absolument remotivée dans un sens terrestre et matériel pour la bouffe. Et là, on déplace complètement le centre de l'intérêt. Et finalement, tout le livre, qui n'est pas très long, qui se lit très bien, qui est très agréable, raconte cette civilisation avec aussi donc voilà l'invention ensuite de cahiers de recettes, d'ouvrages. Donc on va encore avoir ce rapport au texte, mais un rapport au texte et à la bouffe. C'est-à-dire que la seule possibilité, ça je suis page 12, est de sauvegarder seulement ce qui va avoir un lien avec la culture alimentaire. Page 11, en bas. Au plus fort de la cerise des décrets, alors juste avant, donc énormément de révoltes et d'incendies, des pans entiers de la culture conservés dans des ouvrages en papier et sur des supports informatiques peu fiables ont ainsi été engloutis, effacés ou réduits en fumée. Au plus fort de la cerise, des décrets ont été pris partout dans le monde pour tenter de préserver ce qui pouvait l'être, avec des spécialisations en fonction des régions. Notre pays, qui ayant gardé longtemps la capacité de nourrir sa population, se faisait déjà appeler Faudistan, s'est naturellement porté volontaire pour sauvegarder tout ce qui avait un lien avec la culture alimentaire. Livres de cuisine et de... Hop là, j'ai perdu ma ligne. Et de savoir-vivre, manuel de jardinage, méthode de régime, guide des vins, recueil de menus, dictionnaire de cocktails, astuces de grand-mère, etc. Avec là vraiment une espèce de pastiche de chauvinisme. Mais voilà. On est dans le pastiche, on n'est vraiment pas dans la satire. En sus, ils entreprirent de recueillir une partie des archives personnelles des habitants sous forme de cahiers de recettes. Les individus étaient autorisés à conserver eux-mêmes ces livres, achetés ou écrits par eux, et fortement encouragés à les confier à des musées placés sous protection de l'État.
C'est ainsi que furent écrits des ouvrages qui, sous l'apparence de menus et de recettes, tentaient de garder trace des vanilles, pour les familles, de savoirs médicaux et techniques, de poèmes et d'œuvres de fiction, tous menacés de disparition. Tout était cahier de recettes, et quelques-uns de ces écrits maquis ont survécu à la fin, et sont parvenus jusqu'à nous quelquefois avec la complicité plus ou moins passive des autorités. Dans la vanille à Romy, nous avons conservé un manuel de savoir-vivre ancien, quelques livres de cuisine, mais aussi des carnets trafiqués de menus de littérature, qu'il s'agisse de poésie ou de science-fiction, ainsi que des listes de mots de cuisine, mais pas seulement, consignés par une aïeule qui désespérait de voir disparaître le vocabulaire de sa propre langue, le français, au bénéfice de l'anglais, j'y arrive pas, de l'ancien Jelloland, qui s'autodéfinit comme langue terre ou langlande. Et donc, il y a quelque chose là qui va se arriver à continuer à travailler ce lien entre la langue, la littérature et la nourriture, pour aller chercher notamment le goût que peut avoir une œuvre de science-fiction. Et ça fonctionne, à mon avis, vraiment très bien. Je vous engage, je vais en rester là parce que c'est les fêtes, on ne va pas spoiler davantage. Mais écoutez, si le repas n'est pas digeste, c'est qu'il est temps d'aller chercher un bouquin. Et vraiment, moi j'ai adoré Foodista. Je vous dis à bientôt et joyeuses fêtes.